Place à l'invité politique du 6-9. Bonjour François Bayrou, vous êtes président du MoDem, haut commissaire au plan et Bonjour. aussi maire de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, où vous vous trouvez ce matin. Une première question, si vous le voulez bien, sur l'ambiance qu'il y a aujourd'hui dans ce qu'on appelle encore la Macronie. Certains parlent d'une ambiance de fin de règne. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez vous aussi, vous qu'on dit être un proche d'Emmanuel Macron ? Ce que je vois et ce que je vis, c'est des candidats mobilisés sur le terrain qui sont actifs, vaillants, courageux, parce que les temps que nous traversons sont extrêmement difficiles, naturellement, et qui sont en rien des démobilisés. Alors je ne sais pas dans quel cercle parisien vous trouvez cette démobilisation, c'est possible, c'est même classique. Mais ce que je vois, moi, c'est ceux qui se battent, qui sont courageux, qui défendent quelque chose de tout à fait essentiel et qui va se jouer à partir de dimanche. C'est, premier objectif, écarter les extrêmes. Jamais dans aucun pays du monde, les extrêmes n'ont apporté quelque chose de bien. Oui, mais si vous me permettez, il y a quand même un distinguo à faire entre, en effet, la campagne, qui certainement bat son plein avec des gens très motivés, et de l'autre, le président, dont on dit qu'il y a le vide autour de lui, certains ministres qui ne lui parlent plus, ou plus beaucoup en tout cas. Est-ce que ça, cet isolement, vous l'avez perçu vous aussi ? Non, je ne sais pas qui pourraient être ces personnes qui déserteraient d'une certaine manière, ces personnes qui se mettraient à l'abri dans les casemates pendant que les autres se battent. Et de toute façon, si c'était vrai, ça serait un état d'esprit que je n'aime pas. N'aime pas cette idée que ceux qui ont été pendant longtemps des privilégiés seraient aujourd'hui les critiques les plus acides. Je n'aimerais pas ça et je ne crois pas que ça existe. Qu'est-ce que vous dites des propos de Martine Aubry qui a dit que Emmanuel Macron avait été irresponsable de dissoudre l'Assemblée ? Est-ce que vous aussi, vous utiliseriez ce terme d'irresponsable qui est quand même très fort ? Vous voyez bien de quoi il s'agit. On a vécu pendant 2 ans, en raison de la situation particulière à l'Assemblée nationale, alors situation qui est créée d'abord par le fait qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, que les textes les plus difficiles ne pouvaient passer qu'avec le 49.3, et vous savez que le 49.3 était très impopulaire chez les Français, qui trouvaient que c'était un abus de pouvoir. C'était en réalité le seul moyen de faire passer des textes. Et puis aussi par le fait qu'une partie de l'Assemblée, LFI pour la désigner clairement, avait transformé l'Assemblée nationale en champ de bataille dans lequel on pouvait proférer n'importe quelle injure, adopter n'importe quelle attitude, faire n'importe quel geste qui apparaissait une provocation ou choquant à l'égard des règles de l'Assemblée nationale, et ça devenait absolument ingérable. Vous savez, les électeurs et les spectateurs, ce sont les mêmes, ne se rendaient pas compte que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas s'entendre. J'ai souvent dit que vous, les chaînes, pour de bonnes intentions, vous adoptiez une manière de retransmettre les débats qui était complètement faussée parce que vous coupez les micros de l'hémicycle. Et si vous aviez laissé les micros ouverts, les Français se seraient rendus compte qu'on ne s'entendait même pas. C'était tellement, à certains moments, tellement violent et tellement bruyant qu'il était impossible de débattre. Bon, c'est cette situation-là qui a trouvé une issue. Est-ce qu'on pouvait faire autrement dans le calendrier ? Est-ce qu'on pouvait prendre d'autres initiatives ? Sûrement oui, mais aujourd'hui la question c'est de mener le combat avec la vigueur nécessaire et la lucidité nécessaire. François Bayrou, il y a aussi ce sondage IFOP fiducial pour LCI qui nous montre que 46% des Français qui s'apprêtent à voter souhaitent le faire pour sanctionner Emmanuel Macron avec sa politique à lui. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus un vote, encore une fois, de sanction qu'un vote d'adhésion. Comment vous l'expliquez, ça ? Monsieur, est-ce que je puis faire avec vous de l'arithmétique élémentaire ? Je vous en prie. 46%,
Ça, merci. J'ai toujours été défenseur du calcul mental. Et donc, 46%, ça signifie qu'il y en a 54% qui ne partagent pas cette attitude. Il y a quand même 38% et si on voulait ruser, si on voulait ruser ou finasser, eh bien, ça signifierait évidemment que cette interprétation est une interprétation excessive. Il y a évidemment des gens qui veulent manifester un mécontentement parce que la vie a duré, puis peut-être parce que on n'a pas su trouver au bout de 7 ans le renouvellement nécessaire du débat public, une autre manière de s'adresser aux Français. Comme vous savez, je l'ai dit avec force à de très nombreuses reprises, le drame de la situation dans laquelle nous sommes, c'est la rupture entre la base de la société, ceux qui travaillent ou ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont jeunes ou ceux qui sont à la retraite, et qui ne comprennent pas, ne sentent plus que le sommet ou le prétendu sommet, ceux qui sont dans les situations de responsabilité, ne portent pas leur parole. Très souvent, on ne comprend pas ce qu'ils disent et ils vivent dans un univers clos. Et c'est vrai depuis 30 ans, au moins. Justement, c'est vrai depuis des décennies. Si vous me permettez de et Emmanuel Macron, dans son premier mandat... Allez-y, je vous en prie, pardon. Le président de la République, dans son premier mandat, avait réussi un peu à faire sauter cette barrière. Elle est peut-être revenue. Mais ce que je sais, c'est que les raisons de mécontentement, elles peuvent exister. Les raisons de colère, probablement elles existent. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse de beaucoup le mécontentement, la mauvaise humeur et la colère. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que le destin du pays est menacé par des dérives, par deux camps qui sont chacun regroupés autour de leur extrême, l'un partiellement et l'autre complètement, et que ces deux camps-là menacent notre avenir comme pays, la France, et notre avenir comme famille, comme travailleurs, comme entreprise. Bon, je précise en tout cas que sur le chiffre que je vous ai donné, il y a en effet 46% qui veulent sanctionner la politique du président, mais 16% qui veulent soutenir la politique du président et 38% qui ne se prononçaient pas. Mais est-ce que justement, selon vous, il aurait manqué de la part de l'exécutif, que ce soit d'Emmanuel Macron ou même de Gabriel Attal, un certain mea culpa, qui aurait pu dire aux Français, on vous a entendu, on a compris que la méthode n'était pas la bonne, on le reconnaît, désormais on peut avancer différemment ensemble. Ça a peut-être manqué, ça. Je pense que les mea culpa, ce qui est une perpétuelle revendication, les mea culpa ont des limites. Ce qu'il faut, c'est trouver une manière d'être différente, plus simple, plus directe et qui soit au contact avec les citoyens. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose qui probablement paraîtra pas d'immédiate actualité. Je pense qu'on s'est trompé en interdisant que des élus locaux puissent exercer des fonctions nationales, qu'on puisse avoir le député-maire ou le sénateur-maire comme on l'avait. Je pense que le contact nécessaire, vous voyez, je suis à Pau, et le contact de près dans les réalités, avec la vie économique, avec les problèmes sociaux les plus durs, avec l'école, avec la culture et la vie associative qui tient une grande partie du pays. Ce contact direct manque beaucoup dès l'instant qu'on entre dans les cercles de pouvoir et des responsabilités les plus éminentes. Je pense qu'on a fait une erreur de ce point de vue-là. Et il me semble que le lien a été fragilisé alors qu'il devrait être constamment renforcé. Il y a aujourd'hui Édouard Philippe et Gérald Darmanin qui songent à recomposer une majorité avec une nouvelle identité. Selon vous, avec qui il faut le faire? Avec Bruno Le Maire, par exemple? Et surtout, est-ce que vous en serez vous-même? J'ai
défendu toute ma vie l'idée que ce qui manquait au pays, c'est une force centrale capable de dialoguer avec les uns et avec les autres, qui soit compréhensive et qui veuille chercher des compromis et des solutions qui permettent aux uns et aux autres de se rassembler. C'est le combat de toute ma vie. Pendant que beaucoup d'autres plaidaient la droite contre la gauche. On voit aujourd'hui que la droite contre la gauche, on le voit en France, on le voit aux États-Unis par exemple, ça ne peut faire que des affrontements, ça nourrit des affrontements. Et donc pour moi, tous ceux qui sont des démocrates et des républicains, pour employer un mot très large, c'est-à-dire qui veulent respecter les valeurs qui nous font vivre ensemble, et débattre autour des solutions que proposent les uns et les autres. Eh bien, ces forces-là, démocrates et républicaines, elles doivent se rassembler pour former, si possible, ça dépendra du résultat des élections, pour former une majorité d'action pour le pays. Cette orientation, elle est inscrite aujourd'hui dans les résultats que nous avons vécus depuis un mois dans les élections européennes et dans la suite de ces élections législatives. Désormais, on ne pourra plus faire comme avant. Les gens qui veulent que cette manière de pratiquer la politique change, ils ont déjà obtenu, ils vont obtenir dans les jours qui viennent un résultat impossible à détourner. Bien sûr qu'il va falloir qu'on se rassemble plus largement et bien sûr qu'il va falloir qu'on le fasse autour de valeurs fondamentales et pas autour de polémiques et de chicaya comme le monde politique en est trop souvent marqué. Justement, vous avez évoqué le mot de républicain, vous me voyez venir évidemment. Ma question, c'est aussi de savoir si une partie des républicains, le parti cette fois, peut être concerné par une éventuelle alliance, ceux qui par exemple n'auraient pas souhaité suivre Éric Ciotti dans son rapprochement avec le RN. Je n'ai aucun doute. Il y a sur l'échiquier politique une droite républicaine, il y a une gauche républicaine, une droite de gouvernement, une gauche de gouvernement qui peut, avec la grande force centrale que nous avons besoin de construire, en rassemblant ces sensibilités, qui peut évidemment participer à l'avenir. Et beaucoup le savent. Et beaucoup le pensent. Mais ce n'est pas très facile à dire dans les circonstances que nous traversons. François Bayrou, il y a Raphaël Glucksmann qui appelle la majorité à sortir du nini. Pour lui, il dit que c'est en réalité un consentement à la prise de pouvoir par le RN. Est-ce que vous partagez ce constat ? Je n'ai aucune envie de faire de la polémique avec Raphaël Glucksmann qui a trompé une grande partie de Français à laquelle je suis moi très attaché. Je connais beaucoup de gens qui ont voté pour la liste que Glucksmann conduisait aux élections européennes parce qu'il avait donné la garantie, l'assurance, l'engagement que jamais il ne se retrouverait avec Mélenchon. Il avait dit « c'est fini et je m'engage ». Et le lendemain matin, ils sont allés signer un accord. Lequel accord donne évidemment la prééminence, la plus grande part des circonscriptions à LFI. Cet abandon d'idéal, je suis persuadé, je pense que Glucksmann doit le vivre très mal. Ceux qui ont cru en lui le vivent encore plus mal. Et moi, je plaide pour qu'on n'abandonne jamais ces idéaux. En gros, ce que vous lui dites, c'est mêle-toi de tes affaires. Il y a aussi Gabriel Attal qui a redit hier à Jordan Bardella non. Bah si, en somme, vous dites à gauche, il y a déjà des problèmes, donc Glucksmann devrait se concentrer sur cela. À un moment donné des leçons, effectivement, ensuite aux autres parties de l'échiquier. C'est ça que vous nous dites ? Non, ce n'est pas ce que je dis, parce que je n'aime pas caricaturer. Je pense qu'il y a aujourd'hui une partie très importante des citoyens français qui voudraient que se forme cette alliance, ce rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas des extrêmes.
qui porte des idées et des idéaux. Vous me trouverez sans doute trop idéaliste, mais j'accepte ce reproche. Je pense qu'on ne peut pas faire de politique sans idéal. Et que l'extrémisme, c'est un renoncement à ces idéaux. Et c'est un renoncement dangereux pour chacun d'entre nous. L'étape dans laquelle nous sommes d'ici au premier tour, pour moi, elle se caractérise par cet impératif d'écarter les extrêmes pour que le champ politique permette de nouveau des rassemblements et des dialogues. Gabriel Attal a redit hier à Jordan Bardella qu'il avait dénombré une centaine de candidats ayant tenu des propos racistes, antisémites et homophobes. Est-ce que cet argument, il fait encore mouche aujourd'hui? Est-ce que vraiment les Français se disent « Ah mince, effectivement, il y a des propos qui n'ont pas convenu, du coup, je dois m'empêcher de voter pour ce genre de candidat ». Ça ne marche plus, en fait, aujourd'hui. Pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, notamment sur le rejet d'Emmanuel Macron, qui suffit à drainer une partie des gens vers le RN. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites que ça ne marche plus. Parce que ça prouverait que vous considérez qu'il est secondaire de défendre l'essentiel pourvu qu'on obtienne des voix. Et je crois que cette démarche-là n'est pas une démarche civique. Et donc, ça n'est pas parce que l'opinion est aujourd'hui un peu vaccinée, mitridatisée contre ces poisons-là. C'est pas pour ça qu'il faut pas les rappeler. Vous voyez, à Blois, hier, le candidat LFI a été convaincu d'avoir tenu par écrit des propos anti-juifs. Des mots qui sont inacceptables dans la manière dont on s'adresse aux gens. Et c'est vrai sur l'autre rive, vous avez raison de le rappeler. C'est là que se joue une partie du drame qui menace la France aujourd'hui. Qu'on ait pu réveiller des injures. Vous savez, il y a aujourd'hui en France, partout, à cause de cette possibilité de victoire des extrêmes, partout les gens se lâchent. Partout, on commence à parler de la couleur de la peau, de l'origine, de la religion. On envoie des lettres anonymes. Il y a des injures dans la rue, dans le voisinage. On balance des pots de bananes dans le jardin des familles parce qu'elles ont la peau noire. Tout ceci, vous dites, ça ne marche pas de le dénoncer. Eh bien, moi, je ne cesserai jamais, en tout cas, de dire que ceci, c'est le contraire de ce que nous avons voulu construire en construisant la France. L'idée que on va mettre en question les femmes, les hommes, les enfants dans les cours de récréation en fonction de leur nom ou de l'endroit d'où ils viennent ou de la religion qui est la leur, pour moi, c'est la défaite de la République, de la défaite de la liberté, égalité, fraternité. Et vous me dites, mais monsieur, il faut que vous vous accommodiez de cette défaite, parce que vous voyez bien que ça ne marche pas. Eh bien, en tout cas, pour moi, je ne céderai jamais un millimètre. Et je ne me considérerai jamais, et je suis sûr que tous ceux qui sont engagés avec moi ne se résigneront jamais à cet effondrement du plus précieux de ce que nous avons. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une partie des Français a oublié que le RN, c'était effectivement l'extrême droite ? Je ne crois pas qu'il l'ait oublié, mais probablement une partie des Français considère que, après tout, dire ce genre de choses, c'est libérer des sentiments qui étaient jusque-là dissimulés. Or, c'est cette libération du pire qui est un risque, cette inondation. C'est pas comment je peux dire, ces pratiques et ces attitudes sont, pour moi, la négation de la France, de ce que nous avons voulu. Et ceci va avoir des répercussions partout. Ça va avoir des répercussions dans la paix sociale, ça va avoir des répercussions dans la démocratie, ça va avoir des répercussions dans l'économie, parce qu'un pays qui se livre à ce genre d'abandon
est un pays sur lequel le monde entier, l'Europe entière, va avoir des doutes, et ça va entraîner de très grandes difficultés économiques, des grandes difficultés pour la dépense publique et des grandes difficultés pour investir, puisque vous voyez bien le mécanisme. On doute de vous, les taux d'intérêt explosent, vous ne pouvez plus construire des maisons ou acheter des voitures parce que les mensualités deviennent trop lourdes. Les entreprises souffrent, il y a des licenciements, et qui est licencié? Alors c'est très simple, les licenciés, c'est les moins qualifiés. C'est-à-dire les plus fragiles. Autrement dit, ce sont des politiques qui prétendent défendre les plus fragiles et qui en réalité les condamnent aux plus graves accidents qu'ils vont recevoir dans leur propre vie. L'une des mesures avancées par le RN, c'est notamment l'interdiction pour certains binationaux d'accéder à des postes dans la fonction publique, de hauts postes. Est-ce que quand vous voyez ça, ça vous inquiète pour le pays? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure bien particulière? Oh, c'est très simple. Vous savez, quand il y a un proverbe chinois qui dit quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Évidemment, présentée comme ça, c'est une mesure qui paraît, banale dans la manière dont elle est présentée, mais c'est pas du tout. Il faut voir ce que ça signifie. Est-ce qu'on a déjà nommé des binationaux dans des postes de responsabilité? À ma connaissance, jamais. Alors, il y a peut-être une exception ici ou là. Donc, cette annonce et cette déclaration, elle ne vise pas les postes de responsabilité. Elle vise à mettre dans l'esprit des Français que binational, c'est un soupçon. J'ai des petits-enfants belges. Ils sont belges parce qu'ils sont nés en Belgique et parce que leur papa est français et leur maman est belge. Faut-il qu'ils renoncent à l'une des deux traditions culturelles d'enracinement que la vie leur a offert? C'est scandaleux. Vous voulez pas cette mise en cause qui ne repose sur absolument rien dans la fonction publique, mais qui envoie des signaux comme ça aux plus irrités, aux plus éruptifs, à ceux qui soupçonnent qu'il y a derrière chaque visage un peu basané ou avec un accent qui vient d'ailleurs, qui soupçonnent qu'il y a des allégeances qui nuisent à la France. Eh bien, cette déclaration, elle est faite pour faire apparaître ce genre de sentiment-là, pas du tout pour s'occuper de la haute fonction publique. Il n'y a jamais eu de nomination de binationaux dans la haute fonction publique, et s'il y en avait, c'est qu'on aurait vérifié la loyauté de ceux qui ont ainsi des racines dans des pays différents. Mais il y a beaucoup de gens en France qui ont des racines dans des pays différents et dans les autres pays européens, des racines françaises, et ils veulent vivre la loyauté immense qu'ils doivent à leur pays et qu'ils aiment. On est en train de faire porter le soupçon sur des gens qui sont, pour notre pays, une richesse. François Bayrou, s'il devait y avoir une cohabitation, comment vous l'imagineriez? Je parle là et du RN et ou, en l'occurrence ou plutôt, du Nouveau Front Populaire. Comment vous voyez les choses? La cohabitation est réglée par des institutions, par des textes, par une constitution, par une pratique. On a vécu en France, j'ai vécu au gouvernement des cohabitations. Il y a eu des cohabitations entre Chirac et Jospin, il y a eu des cohabitations entre Mitterrand et Balladur, et avant entre Mitterrand et Chirac. Les règles sont établies par la Constitution. C'est pourquoi l'attaque que Marine Le Pen a faite hier contre la responsabilité du président de la République dans l'ordre de la défense nationale, c'était évidemment avec l'idée de déstabiliser les institutions. Tout est écrit, tout est clair. Et la responsabilité du gouvernement, je ne sais pas
quel il pourrait être, ce gouvernement. Mais la responsabilité du gouvernement et la responsabilité du président de la République sont absolument établies par les textes. Et le respect de ces textes-là, eh bien, c'est la sauvegarde du vivre ensemble dont nous avons besoin en France. Peut-être il y aura des gouvernements, il pourrait y avoir des gouvernements d'une orientation différente. Ce que je souhaite, moi, c'est que le gouvernement de demain soit un gouvernement de rassemblement. C'est qu'on ait réussi à écarter le risque des deux extrêmes et que des personnalités responsables, venues d'une tradition plus à gauche, d'une tradition plus à droite et du grand courant central, que ces personnalités puissent regarder en face les difficultés du pays et leur propre engagement. Et qu'ils se regardent comme des responsables actifs et pas comme des spectateurs ou de ceux qui jettent de l'huile sur le feu. L'autre question, c'est aussi de savoir si Emmanuel Macron peut en effet démissionner. Il en a la possibilité, je veux dire, vis-à-vis de la loi. Est-ce qu'il pourrait le faire? Parce que justement, ces propos de Marine Le Pen que vous avez mentionnés, c'est quand elle parle du chef des armées comme d'un titre honorifique. On dit que tout cela, c'est pour montrer finalement que si jamais Jordan Bardella arrive au gouvernement, il ne laissera aucune once possible à Emmanuel Macron dans son pouvoir, qu'il ce sera une lutte compliquée, une lutte de tous les instants. Et tout cela n'aurait que pour but de pousser Emmanuel Macron à partir. Est-ce qu'il serait, selon vous, apte à le faire ? Je pense que non, je crois que non, et je crois qu'il ne le faudrait pas. Et vous voyez exactement, vous venez de décrire le risque devant lequel nous sommes. Vous dites, ça sera une lutte de chaque instant. On fera flamber les conflits. On ne donnera pas un pouce de liberté. De quelle liberté ? Il s'agit des institutions. J'ai lu hier sur une chaîne du même ordre que la vôtre, j'ai lu la Constitution. Et la Constitution, elle ne souffre pas de discussion. À l'article 15, il est indiqué, tout le monde peut sur Internet trouver le texte de la Constitution. À l'article 15, il est indiqué que le président de la République est le chef des armées. Et le responsable de la défense, qu'il préside tous les comités de défense. Et un peu plus haut, à l'article 13, il est marqué que c'est le président de la République qui nomme à tous les emplois civils et militaires de l'État. Et qui nomme évidemment avec consultation du gouvernement. La responsabilité présidentielle, elle est, et c'est le général de Gaulle qui l'a voulu comme ça, elle est la clé de voûte de notre démocratie et de notre manière de faire fonctionner les institutions civiques. La Ve République, elle est construite autour de ça. Pour échapper à la 4e République, dans laquelle précisément les conflits étaient de chaque heure et les gouvernements chutaient. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été notre invité ce matin dans le 6-9.